Russie n'est désormais plus seule à affronter l'Ukraine sur le champ de bataille. Cette fois-ci, c'est la Corée du Nord qui est officiellement entrée en guerre aux côtés de Moscou. Et attention, il s'agit plus simplement de fournir des munitions, des armes ou du matériel de soutien. Non, cette fois-ci, Pyongyang est pleinement engagé dans le feu de l'action. Les troupes nord-coréennes se rassemblent dans la région russe de Koursk selon des responsables états-uniens. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on a appris que des milliers de militaires nord-coréens sont envoyés en Russie. Les gens, la situation est en train de prendre une tournure inattendue. On a repéré des militaires nord-coréens dans des bases russes près de la frontière entre la Russie et la Corée du Nord. Parce que oui, au cas où tu le savais pas déjà, ces deux pays ont bien une frontière commune. Et maintenant, des soldats nord-coréens, habillés en uniforme russe, sont envoyés dans l'oblast russe de Koursk. D'après les services de renseignement des États-Unis et de la Corée du Sud, on parle déjà d'environ 3000 Nord-Coréens déployés dans les zones de combat de cette région. Et c'est pas tout. D'autres estimations indiquent qu'il pourrait déjà y avoir plus de 5000 soldats envoyés par Pyongyang, un chiffre en croissance rapide. En clair, le déploiement de soldats nord-coréens dans cette machine à broyer russe ne ralentit pas, et c'est même très loin d'être le cas. Et attention ici, on parle pas de soldats ordinaires, ce sont des forces d'élite de l'armée nord-coréenne, la crème de Pyongyang, qui sont d'abord formées dans l'est de la Russie pendant plusieurs semaines. Ensuite, elles sont envoyées à Vladivostok, puis transportées à bord d'avions Ilyushin 76 vers un aéroport militaire à l'ouest de la Russie, avant d'être directement transférées en première ligne à Koursk. Faut dire que depuis des mois, la région de Koursk est partiellement occupée par l'armée ukrainienne. Une invasion que, et là on ironise un peu, l'armée russe toute puissante n'a toujours pas réussi à repousser. Mais ça, c'est une autre histoire. Selon le service national de renseignement sud-coréen, jusqu'à 11 000 soldats nord-coréens pourraient encore être mis à disposition du Kremlin d'ici décembre. Et même Zelensky envisage un scénario encore plus massif, évoquant le déploiement potentiel de 100 000 soldats nord-coréens d'ici 2025. C'est peut-être là le pacte sanglant que Kim Jong-un est prêt à sceller avec Vladimir Poutine. Une fois en Russie, ces Nord-Coréens sont équipés d'armes, de vêtements militaires russes et de faux papiers d'identité. Le but ? Les faire passer pour des populations indigènes de Sibérie orientale, comme les Bouriates ou les Yakoutes, qui ont aussi des traits asiatiques. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que font les Nord-Coréens à Koursk ? On sait que Kim Jong-un a besoin d'argent, de technologie et de carburant. Et c'est justement ce que la Russie peut lui offrir en échange de munitions et d'un prêt de soldats. Selon les services de renseignement sud-coréens, la Russie paierait environ 2000 $ par soldat nord-coréen, en plus de couvrir les frais de déploiement, d'équipement et d'armement. En clair, on savait que la Corée du Nord était un État totalitaire, dirigé par une élite cruelle et meurtrière. Eh bien, on découvre aussi que Kim Jong-un est en train de transformer son armée en une sorte de multinationale mercenaire. D'ailleurs, si l'opération en Ukraine s'avère fructueuse, qui sait, il pourrait même commencer à en vendre les services sur Internet. Après tout, les voitures de luxe et les bons vins ne sont pas donnés en Corée du Nord. Mais la question qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, c'est jusqu'où cette nouvelle alliance entre Moscou et Pyongyang peut aller. Parce que, faut pas se voiler la face. Ces 11 000 soldats pourraient n'être qu'un début. En participant directement au conflit, la Corée du Nord a franchi une ligne rouge que personne n'attendait. Et Zelensky lui-même en prévoit encore plus. C'est pas vraiment surprenant parce que s'il y a une chose que la Corée du Nord a en quantité, ce sont des soldats. Ici chez Diplo, on s'est donc posé quelques questions. Quelle est la portée de cette intervention nord-coréenne dans la guerre en Ukraine ? En quoi peut-elle aider la Russie ? Quelles capacités précises les Nord-Coréens pourraient-ils offrir à Vladimir Poutine ? Et quelles pourraient être les conséquences d'une intervention aussi sauvage qu'inattendue ? Alors, c'est parti pour analyser tout ça. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager, tu connais la rengaine. Si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti, reste bien attentif. À votre service, camarades. Si on oublie les missiles et surtout les armes nucléaires, l'armée nord-coréenne n'est plus que l'ombre d'elle-même. Obsolète, mal équipée et carrément dépassée sur le plan technologique. Mais attention à une chose, le nombre de soldats change radicalement la donne. L'armée nord-coréenne est démesurée. On parle de 1 300 000 soldats d'actifs et 7 600 000 réservistes, soit un total hallucinant de 8 900 000 personnes mobilisables dans un pays qui dépasse à peine les 25 millions d'habitants.
Si on devait faire une comparaison historique, on pense surtout à la Sparte de l'Antiquité. Toutes les ressources nécessaires doivent être investies dans les forces armées. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à préparer autant de réservistes ? Ça, c'est en grande partie grâce au service militaire obligatoire. En Corée du Nord, ce service dure entre 8 et 10 ans. Et il y en a qui osent se plaindre du service national universel. Bref, les soldats envoyés en Russie ne sont pas de jeunes recrues sans expérience. Pas du tout. D'après les services de renseignement sud-coréens, il s'agit principalement de soldats du 11e corps de l'armée nord-coréenne, aussi connu sous le nom de Storm Corps. C'est une unité de force spéciale réputée, bien entraînée et relativement bien équipée. Surtout selon les standards nord-coréens. Ces soldats disposent des meilleures ressources que Pyongyang peut offrir. Explosifs, agents chimiques et biologiques, armes modernes et même des avions pour des déploiements en parachute. Alors même si on peut douter de leur capacité réelle, ces unités sont entraînées pour des missions de sabotage, d'infiltration et de ce genre d'opérations spéciales. Autant dire que ce profil pourrait être très utile pour attaquer les lignes de défense ukrainiennes dans la région de Koursk. Ces troupes d'élite seraient donc destinées à effectuer des attaques éclairs et des infiltrations pour affaiblir les lignes ukrainiennes et les forcer à se replier. Et en plus de ces unités d'élite, il semble que Pyongyang envoie aussi des troupes d'ingénierie et de logistique ainsi que des unités de soutien en munitions et de transport. En clair, Kim Jong-un est en train de créer une véritable société militaire et de mercenaires. Le tarif, on l'a déjà mentionné, mais rappelons-le, la Russie fournit l'équipement, les armes et tout le ravitaillement nécessaire en plus de payer environ $2000 par soldat chaque mois. La plus grande partie de cette somme ne va évidemment pas aux soldats, mais dans les caisses vides du régime de Kim Jong-un. Maintenant, le risque est que si cette stratégie porte ses fruits, la Russie pourrait demander à Pyongyang de déployer ses troupes en Ukraine. Le Kremlin pourrait alors profiter de cette main-d'œuvre militaire supplémentaire pour renforcer ses positions dans les territoires ukrainiens annexés illégalement, que ce soit dans le Donbass, à Kharkiv, à Kherson ou à Zaporizhzhia. C'est un risque réel et très sérieux qui pourrait entraîner une escalade encore plus grave dans le conflit actuel. En attendant, cette intervention nord-coréenne a exacerbé les tensions entre les deux Corées ces dernières semaines. La Corée du Nord a accusé la Corée du Sud d'avoir envoyé des drones dans sa capitale. Les drones auraient dispersé des tracts de propagande au-dessus de Pyongyang, dans ce que le Nord a qualifié de provocation pouvant mener à un conflit armé et même à la guerre. Pyongyang a déclaré avoir ordonné à ses troupes frontalières de se préparer à ouvrir le feu. La Corée du Sud a de son côté affirmé être prête à répondre. Alors justement, ces derniers temps, la tension entre les deux Corées est montée d'un cran avec des échanges d'insultes, de menaces et même des actions provocatrices. Par exemple, récemment, la Corée du Nord a envoyé des dizaines de ballons remplis de tracts de propagande anti-sud-coréenne et même de déchets, je parle de déchets organiques humains, directement sur des cibles sud-coréennes, dans la proximité immédiate de Séoul. Les haut-parleurs postés de chaque côté de la frontière ont également été réactivés, diffusant tour à tour propagande, musique ou informations, chacun suivant sa propre version des faits. Les résidents proches de la frontière fortement militarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord lancent un appel à l'aide, car les diffusions incessantes de haut-parleurs en provenance du Nord perturbent leur quotidien. Certains analystes commencent à percevoir un risque d'une guerre par procuration sur la péninsule coréenne, provoquée par l'implication de la Corée du Nord dans le conflit en Ukraine. Ce scénario pourrait devenir plus probable si la Corée du Sud décide finalement de fournir des armes létales à l'Ukraine, une option qui gagne en popularité à Séoul. Alors pourquoi les Sud-Coréens se sentiraient-ils concernés par ce qu'il se passe en Ukraine ? En vrai, ils ont de bonnes raisons de se préoccuper. En fait, ce déploiement nord-coréen apporte à Pyongyang des avantages qui préoccupent Séoul. Financement, expérience de combat et technologie militaire. Alors face à cette situation, la Corée du Sud envisage de punir le Kremlin en fournissant des équipements militaires avancés à l'armée ukrainienne. Des équipements qui pourraient cibler directement les soldats nord-coréens déployés et adresser un message clair aux autorités russes. Rappelons-le. La Corée du Sud est en train de se transformer en une machine de guerre redoutable. Mais même avec cette puissance montante, les soldats nord-coréens, eux, ils sont déjà en guerre. Alors la vraie question, c'est, lorsque le moment viendra, sur quel soutien la Russie pourra-t-elle compter ? Que peut offrir Pyongyang à Moscou malgré son isolement et sa pauvreté ? Quelles sont les grandes capacités militaires actuelles de la Corée du Nord ? Allez, on va regarder ça dans le chapitre suivant. L'atout nord-coréen du jamais vu.
Soyons très clairs, les forces armées nord-coréennes ne sont ni les plus puissantes, ni les plus modernes, ni les plus dangereuses au monde. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faut les prendre à la légère. Quand on parle de capacités militaires de la Corée du Nord, on peut les diviser par type d'équipement. D'abord, il y a les forces nucléaires et balistiques, qui comprennent les armes nucléaires qu'ils possèdent déjà, y compris la bombe H, ainsi que les missiles en développement allant de missiles à courte portée et des missiles intercontinentaux capables de frapper même les États-Unis. Ensuite, on a les armes biologiques et chimiques, un autre type d'armes de destruction massive détenues par Pyongyang. Et puis viennent les armes offensives conventionnelles, et enfin, les capacités de défense du territoire nord-coréen. Ici, pas besoin de parler des armes nucléaires ou des missiles intercontinentaux, puisque Pyongyang ne va évidemment pas les donner à la Russie. D'abord parce que Moscou n'en a pas besoin, il a son propre arsenal. Et puis, il en va de même avec les armes biologiques et chimiques. Inutile de les partager avec Moscou, qui en possède déjà en quantité. En revanche, les deux dernières catégories, forces offensives conventionnelles et moyens de défense territoriale, sont des capacités qui pourraient bel et bien être utilisées en Ukraine. Alors concrètement, de quoi est-ce qu'on parle ici ? Eh ben, regarde ça. La guerre en Ukraine, c'est une guerre à l'ancienne, comme celle du passé, où l'artillerie joue un rôle central. On estime qu'environ 80% des pertes humaines dans les combats entre la Russie et l'Ukraine sont causées par l'artillerie. En clair, pour comprendre ce conflit, il faut comprendre l'importance de l'artillerie. Et pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que la force conventionnelle de la Corée du Nord repose principalement sur l'artillerie. Pyongyang est avant tout une puissance d'artillerie. Et crois-moi, leurs capacités sont complètement disproportionnées. Pour te donner une idée, la Corée du Nord aurait entre 10 000 et 15 000 lanceurs d'artillerie de différents types. C'est l'une des plus grandes forces d'artillerie au monde. Alors bien souvent, on pense que la dissuasion nord-coréenne se limite aux armes nucléaires, mais en réalité, l'artillerie joue aussi ce rôle de dissuasion. Bien voir que la doctrine militaire nord-coréenne est très proche de la doctrine soviétique, et par extension de celle de la Russie, ce qui en fait naturellement un partenaire idéal pour la fourniture d'armes, de munitions et de soldats à l'armée russe. D'après les analystes sud-coréens, la Corée du Nord disposerait d'un stock stratégique de plusieurs dizaines de millions d'obus de 122, 130 et 152 mm. Et tiens-toi bien, ces millions d'obus suffiraient à combler les besoins de la Russie en Ukraine pour plusieurs années. En plus de ça, la Corée du Nord compte aussi dans son inventaire au moins 2000 chars similaires au T-62 soviétique, un modèle très ancien, mais que la Russie utilise déjà depuis longtemps dans le conflit ukrainien. La Russie utilise des chars T-62 comme artillerie autopropulsée en Ukraine. Pour le moment, la Russie ne semble pas avoir besoin de plus de chars. Elle puise encore dans son propre stock de reliques. Mais si nécessaire, elle pourrait tout à fait acheter des chars à la Corée du Nord. En gros, en plus de louer des soldats, Pyongyang dispose d'un large éventail d'armes conventionnelles. Ces équipements, même s'ils sont anciens, pourraient permettre à la Russie de maintenir la pression sur les différents fronts en Ukraine pendant des années. Et avec le déploiement des troupes nord-coréennes sur les lignes de front dans l'oblast de Koursk, cette perspective commence sérieusement à inquiéter de nombreux analystes militaires. Parce que, comme le dit la loi de Murphy, si quelque chose peut mal tourner, ça va forcément mal finir. Et ici, ça pourrait être encore pire que ce que l'on anticipe déjà avec la loi de Murphy. La Corée du Nord possède aussi des capacités importantes de défense territoriale, comme des systèmes de défense antiaérienne et des défenses côtières. Alors comme on l'a déjà vu plusieurs fois sur Diplo, les drones et les missiles sont devenus absolument essentiels pour les deux camps dans cette guerre. Parallèlement, les défenses antiaériennes et la guerre électronique jouent un rôle clé pour protéger les dépôts d'armes et les arrières des armées. D'ailleurs, l'une des cibles principales des attaques ukrainiennes, ce sont les défenses antiaériennes russes. L'Ukraine affirme avoir frappé des systèmes de défense aérienne russes en Crimée occupée. Les gens, voilà un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a en réalité plusieurs systèmes de défense aérienne russes que l'Ukraine a réussi à détruire ces derniers mois. Et inversement, ici encore, les Nord-Coréens pourraient être d'un grand secours pour les Russes. Jusqu'à présent, les systèmes de défense antiaérienne et antimissiles nord-coréens reposaient quasi exclusivement sur de vieux systèmes soviétiques comme les S-75 et S-200. Mais depuis 2017, Pyongyang investit massivement pour moderniser ses capacités de défense antiaérienne, ce dont Moscou pourrait désormais bénéficier. En 2017, la Corée du Nord a mis en service le Ponjae-5, un système de missiles sol-air à longue portée dont les capacités seraient comparables au système russe S-300. Les détails sont limités, mais d'après certains analystes militaires sud-coréens de premier plan, les missiles de ce système peuvent atteindre des menaces aériennes situées dans un rayon allant jusqu'à 100 km. Ces armements défensifs seraient aussi dotés d'un radar relativement moderne et de missiles avec des systèmes de guidage sophistiqués.
Mais c'est pas tout, hein. Une version évoluée, le Panjai 6, est en phase de test depuis 2020 et pourrait être comparable au S-400 russe, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs systèmes antiaériens au monde. En clair, il y a un risque que la Corée du Nord finisse par envoyer à la Russie une partie de son équipement et de ses armes les plus modernes, y compris ses systèmes anti-aériens. Ça permettrait à Pyongyang de faire d'une pierre deux coups, gagner de l'argent et tester son équipement en conditions réelles de combat. Le pacte, il est plutôt simple. Je t'envoie des soldats et des armes, et en échange, tu me transfères de l'argent et des technologies pour que j'améliore les miennes. C'est justement ça qui inquiète l'Occident et tout particulièrement la Corée du Sud. Parce que si Pyongyang reçoit des données sur la performance de ses armes en situation de combat ainsi que des technologies russes, l'avantage technologique des forces armées sud-coréennes pourrait être sérieusement compromis. Et c'est justement ce qui explique des titres de presse comme celui-ci. La Corée du Sud qualifie le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie de menace pour Séoul. La grande question maintenant, c'est de savoir si les Sud-Coréens vont considérer cette menace comme une raison suffisante pour commencer à envoyer des armes létales à l'Ukraine. Reste attentif parce que ces derniers jours, le sujet a beaucoup fait débat à Séoul. Alors même s'il n'y a pas encore de consensus politique pour aller dans cette direction, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol semble de plus en plus prêt à franchir le pas. Ça pourrait faire de l'Ukraine un théâtre de guerre indirect entre les deux Corées. Ici, chez Diplo, on va suivre de près tout ce qu'il se passe. Mais maintenant, c'est à toi de nous dire ce que tu en penses. Est-ce que la Corée du Nord ira encore plus loin dans son soutien militaire à la Russie? Est-ce qu'on va voir des chars et des défenses antiaériennes nord-coréennes en première ligne? Pyongyang pourra-t-il vraiment changer la donne dans l'évolution de la guerre en Ukraine? Écris-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Et nous, on te dit à très vite.